de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir Martin Pelletier. Bonjour Martin. Bonjour Anne. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous êtes ce grand journaliste du Quotidien de Paris, puis Rivarol. Figaro Magazine aussi, oui, Figaro Magazine, on oublie toujours. National Hebdo aussi. National Hebdo, Minute. Minute. Bref, tous les grands journaux du temps. Je conseille votre éditorial à la dernière page du Rivarol de chaque semaine, parce qu'il est toujours extrêmement instructif. Vous avez aussi écrit des livres, vous avez écrit le journal d'Oussama Ben Laden, À quoi sert l'histoire, l'antichristianisme juif, un livre sur Zemmour, À poil Zemmour, 20 bonnes raisons d'être anti-américain, et puis d'autres livres. Alors ça, tout ça, ce sont des livres chez DIE. DIE, Diffusion Internationale Édition, voilà. Et puis un livre, d'autres livres, tout aussi pamphlétaires, qui instrumentalisent l'Église. Vous êtes venu d'ailleurs pour ce livre, à ce micro. Oui, La pensée de Johnny, une révolution française. Yves Saint-Laurent, l'homme couleur de temps. Nicolas Sarkozy, la République, les religions. Les Mayas au risque de l'histoire. Et puis, ce sujet qui est toujours d'actualité, l'amitié avec le FN est-elle possible ? Oh là là, mais il n'existe plus, c'est le RM. Oui, vous en avez oublié un, c'était mon premier roman, c'était à cause des mouches. À cause des mouches. Alors ça, je ne l'ai pas lu, À cause des mouches. Faudra que j'en trouve un exemplaire, parce que ça se trouve pas beaucoup sur le marché. Et c'est le sujet ? C'était un roman très classique de formation. Ouais. Celui-là aussi est un roman très classique, La fin de l'homme blanc. On rentre dans c'est un roman fleuve extraordinaire. Je le conseille, chers téléspectateurs, pour votre été. Vous commencez, vous prenez votre temps. Commencez fin juin, vous arrivez début septembre. Vous commencez fin juin, vous avez de quoi vous nourrir pour jusqu'en septembre. Et c'est un livre extrêmement riche. En fait, cette fin de l'homme blanc, vous la faites partir de la fin du XVIIIe siècle, de 1900. Oui, c'est la fin du 19e. C'est-à-dire que la fin de l'homme blanc aujourd'hui est quelque chose de très évident. Il n'y a qu'à voir les rues pour voir que l'homme blanc a fini un peu sa carrière, quoi. Si on prend justement 100 ans avant, les Russes nous disent que nous sommes en position de vieillard un peu. Hein. Mais en revanche, ça c'est facile à dire, Renaud Camus l'a dit, Jean Raspail l'a dit 40 ans avant, Jean-Marie Le Pen l'a dit aussi, enfin il y a... ça c'est un fait. Et alors, je me suis amusé à aller chercher le moment où peut-être les choses avaient tourné. Alors, on vous dit souvent que c'est la guerre 14, mais avant la guerre 14, il y a justement la rupture du siècle, en quelque sorte. La rupture du siècle. Et c'est toute votre histoire qui se termine avec ce désastre de Tsushima. Dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Alors, Tsushima, c'est une petite île dans le détroit oriental de Corée, donc si vous voulez, entre le Japon et la Corée. Ouais. Et il y a eu, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, une espèce de vol de gerfaut autour de la... Hors du charnier natal. Hors du charnier natal, sur une Chine en déliquescence, et chacun a voulu s'en prendre des petits bouts, des comptoirs, des concessions étrangères. Le Japon visait la Corée depuis le 1750, et depuis la victoire sur le Yalu, ils avaient complètement écrabouillé la Chine, donc ils visaient la Corée. Mais il y avait aussi les Russes qui venaient de faire le transsibérien, qui allongeaient le transsibérien, et qui, eux, avaient une grosse vision sur la Mandchourie. Et les Russes ont rencontré les Japonais,
il y a eu à ce moment-là, en 1904, ce qu'on appelle la guerre russo-japonaise, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fut d'abord la première grosse guerre de matériel, donc qui préfigure avec ses tranchées, la guerre de 14-18, oui. Et puis qui situe les intérêts des uns et des autres. Les Russes, justement, c'est l'expansion indéfinie jusqu'alors de l'homme blanc. Les Japonais, eux, ils veulent leur Corée, mais ils sont poussés par des tas de gens, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Si vous voulez, c'est les thalassocraties anglo-saxonnes qui limitent volontairement la Russie et qui se mettent de l'autre côté. Scénario qu'on croit avoir revu après. Ah ben ça, on l'a revu jusqu'au moment où, d'ailleurs, c'est retombé sur la tête des scénaristes. Qu'est-ce que c'est que la guerre 1940, de 41 à 45 dans le Pacifique? C'est justement la marionnette des Anglo-Saxons qui se rebellent contre les Anglo-Saxons, qui en mettent sacré pain, parce que les Britanniques ont perdu, on voit bien la Birmanie, beaucoup d'endroits, et ils ont surtout craint de perdre beaucoup plus. Et puis par la suite, ils ont perdu la face, et c'est beaucoup plus important. Justement, là, on voit bien que les empires coloniaux ne sont plus compatible avec un temps où l'homme blanc s'est pris de superbes peignées par l'homme jaune. Parce que les Japonais ont commencé par écrabouiller, non, un peu les Français, mais c'est pas vraiment très peu, puisque nous, on n'y était que marginalement, oui. Mais les Néerlandais, les Anglais et surtout les Américains, qui ont pris d'énormes... Et la Chine. À partir de ce moment-là, il est évident que bon, c'était la théorie de la Grande Asie, du Mikado, les jaunes avec les jaunes, et c'est comme ça qu'ils ont eu le soutien du Viet Minh. Le Viet Minh n'a jamais combattu les Japonais. Il a attendu que les Japonais fassent le travail. Ça, c'est normal. Il ne faut pas être bête non plus. Eh bien, donc, c'est les jaunes qui ont donné la peignée à l'homme blanc, et depuis, après la Seconde Guerre mondiale, personne n'a vraiment repris pied. Alors, ce n'est pas, je vous rassure, ce n'est pas un livre d'histoire politique des continents. C'est une histoire extrêmement incarnée. Nous avons le capitaine Mollet-la-Prune qui se retrouve avec une filleule qui s'appelle Hortense, la très belle Hortense. Et en fait, ce commandant a perdu un ami en Indochine, très vite de maladie. Et parce qu'à ce moment-là, on mourait dans ces colonies, c'était quand même pas une partie de plaisir. Et le père et la mère étant morts, il va accepter de s'occuper de cette petite fille qui va devenir une très jolie jeune fille, très spirituelle. Vous vous êtes amusé avec ce personnage? Ah ben, il faut toujours avoir, d'abord, comme disait Jean-Marie Le Pen, un héros doit être beau. Eh bien, une héroïne doit être belle, spirituelle, marrante, tout. Sinon, alors, comme elle est tout ça, comme elle est tout ça à la fois, elle est très entourée de beaucoup d'hommes, de beaucoup de jeunes hommes, et d'hommes plus vieux. Et d'hommes plus âgés. Et donc, c'est une héroïne très moderne. Ouais, elle se fait sauter dessus par Charles Maurras, en faisant du canotage. C'est normal. Maurras avait un grand sens de l'esthétique. Et alors, tous ces hommes, jeunes ou vieux, ils sont évidemment envoyés dans tous les continents. Et donc, vous arrivez à créer une histoire du monde en 1900 grâce aux admirateurs d'Hortense. Je trouve que je vous admire, chapeau. C'est l'histoire des petits amis d'Hortense. C'est l'histoire des petits amis d'Hortense. Ou ceux qui n'ont pas pu l'être aussi. Alors, on apprend mille et une choses parce que vous êtes un fou d'histoire, mais bien sûr l'histoire de très haut, mais aussi l'histoire du détail. Et, le détail. Et oui. Vous nous évoquez, et évidemment par ces temps douloureux, je ne peux qu'y penser, vous évoquez l'érection, on va l'appeler ça comme ça, de la Tour Eiffel, qui a été faite en compétition avec Notre-Dame. Oui, pour aller plus haut que Notre-Dame, c'est une des
les créations de l'exposition universelle de 1889, qui était donc le 100e anniversaire de la Révolution française. Et elle était faite, c'était dans son cahier des charges, pour être détruite. Et puis finalement, elle a été prorogée jusqu'à maintenant. Et il y avait de grands artistes comme Maupassant, mais aussi comme Garnier, qui ont fait des pétitions contre. Ouais. Mais quand vous avez suffisamment de pouvoir, et je crois que la République maçonne a un certain pouvoir, ils ont maintenu la Tour Eiffel, quoique malgré si vous voulez, le refus de tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la Tour Eiffel, c'est Paris dans toutes les cartes postales. Absolument. Si vous allez n'importe où, à Hong Kong, vous avez des petites Tour Eiffel en. Oui, enfin, c'est quand même le signe qui ne signifie rien. Exactement. Ce qui est si ce n'est l'imbécilité. Et surtout la soumission à un nouvel ordre. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que vous écrivez, Martin. Hortense passe devant la Tour Eiffel et elle se signe. Et elle dit « Je me signe parce que c'est le symbole insolent de l'apostasie d'un peuple qui a renié son histoire et qui en fait une fête. Cette bougie rouillée insulte Notre-Dame et vise à remplacer nos croix. L'inversion révolutionnaire, tout est là. Ses adorateurs disent qu'elle a libéré l'univers, produit la lumière, chassé les ténèbres. Je crois que même dans l'ordre naturel, elle amènera forcément la catastrophe, la fin du monde. Nous ne pouvons avoir raison, eux et moi, en même temps. Qu'est-ce que... Et là, je demande à l'éditorialiste que vous êtes de votre opinion. Cette horrible tragédie, cette non moins horrible réaction de nos gouvernements, nous allons reconstruire en 5 ans, nous allons faire beaucoup plus beau. Quel est votre... Moi, je suis comme tout le monde, j'ai vraiment pas d'idée très originale là-dessus. J'ai constaté que dans l'heure qui suivait, même dans la demi-heure qui suivait, on savait que c'était pas occidentel. C'est bien, ça prouve que l'enquête a été vite faite. On savait que c'était accidentel. Oui, on savait que c'était accidentel, donc c'est très rapide. Hein, oui. Ouais. J'ai vu comme tout le monde, il faut le diffuser au maximum, l'interview de Mouton. De le bras frère. Le bras frère, qui explique très bien que toutes les consignes de sécurité ont été respectées avec fruit. Donc évidemment, ce manque de nous, donc il y a eu quelque chose de non accidentel, que ce soit terroriste ou pas, d'ailleurs ça peut tout à fait être un crétin qui allume le feu. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand on voit une poutre qui dure comme de la pierre, hein, quand même, hein, déjà, quand vous faites un petit feu dans votre cheminée avec des bonnes bûches bien fendues, il faut quand même mettre des brindilles avant que ça prenne. Absolument. Bon, donc évidemment, c'est pas un accident. C'est tellement évident. Ce qui est le plus intéressant dans la façon de dire nous reconstruirons, bon, il y a les petites bêtises, qui ne sont pas d'ailleurs des petites bêtises, mais des grosses bêtises architecturales. Alors, on va faire mieux qu'il n'y a plus de lumière ici, des trucs pas bon. Mais il y a aussi la fonction qu'on veut donner à Notre-Dame aujourd'hui. Hier, c'était très marrant. Vous avez tous les républicains maçons anti-catholiques, anti-cléricaux qui ont dit « Oui, Notre-Dame, c'est la propriété de tous les Français, de la République. » Et donc, on va... j'ai lu une très belle petite chronique de, comment dirais-je, de partisans du grand remplacement qui disent très clairement qu'il faut une nouvelle Notre-Dame pour représenter la nouvelle France, donc la France métissée, non catholique. Notre-Dame va être finalement dans leur souhait, j'espère bien que ça n'aura pas lieu, ils voudraient que Notre-Dame devienne l'expression pluriculturelle d'une France métissée. Oui, voilà. Oui, c'est... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous restituez le climat de l'époque. Parce que la mère et la sœur et les sœurs du commandant Mollet-Laprune, elles sont très catholiques. Et elles ne supportent pas cette espèce d'agnostique qu'est le capitaine. Et elles lui font la leçon à chaque fois qu'il revient déjeuner le dimanche avec elles. Et elles lui disent « Mais tu sais bien, tu es encore plus naïf que feu ton père. Tu sais ce que disait Clémenceau de l'école neutre.
L'école neutre, c'est l'école nulle. Louis Andrieux, qui réclamait l'anéantissement du catholicisme par tous les moyens. Et Gambetta, qui a édulcoré sa pensée en criant « Le catholicisme, voici l'ennemi ». Toute distinction entre cléricalisme et religion est une tromperie. Enfin, et tous veulent, Ferry bien sûr, le premier, nous l'avons vu avec cette belle biographie de Éric Froment, rêve d'une société sans Dieu et sans roi. Et Jaurès, leur gros prophète, écrivez-vous, veut que l'Église paie le salaire de ses crimes. Ah, c'est sans ambiguïté. Alors parce que aujourd'hui c'est complètement oublié. Donc merci d'avoir rappelé ces paroles. Il y a eu aux alentours entre 1980 et 1906 une guerre civile en France, une guerre civile et religieuse qui a pris le nom aujourd'hui de conquête laïque, mais qui s'est soldée par des morts. Il y a eu 2 morts au moins pendant les inventaires. Les inventaires, c'est-à-dire ce qu'on appelait les inventaires, c'est la troupe qui entre dans les églises avec des huissiers pour dénombrer les calices, voilà. Voilà, mais il y a d'autres choses. Il y a des abbayes qui ont été attaquées par la troupe. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de religieux qui ont été jetés sur le pavé. Voilà. Il faut rappeler tout Expulsé. Ça. Et il faut rappeler surtout que ça avait une volonté de déchristianiser la France, qui a parfaitement d'ailleurs réussi. Oui, oui. Voilà. D'autant plus que l'expulsion des congrégations enseignantes a fait l'état de notre enseignement à l'heure actuelle, et que ça permet de dire à ce Castaner absolument inouï, ceci n'est pas une cathédrale. Là, on est... c'est évidemment, ça, si c'est un bien républicain, ce n'est plus une cathédrale. Voilà. D'ailleurs, ils en ont fait un temple de la raison, tranquillement. Puis il n'y a pas un Français qui sait... Ce qui est arrivé au Panthéon, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Oui, mais voilà. Bien sûr. Bon. C'était Sainte-Geneviève. Ben oui. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que pas un Français ne sait que cette flèche qu'a recréée Viollet-le-Duc, elle avait été détruite par les révolutionnaires. Il y a parmi des milliers de destructions graves, il y a ça, oui. Bien sûr. Donc cette flèche, elle est symbolique. Elle est symbolique. Donc si cette flèche n'est pas remise dans son état intégralement, c'est encore un geste révolutionnaire, il faut le savoir. C'est tout simple. Notre ennemi n'est pas compliqué. Il remet tout le temps sur le métier un plan qui est clair, des processus qui sont longs et qui finissent par aboutir. Vous parlez beaucoup de la Russie ils ne se sont pas posés de problème à l'Est. Ils ont reconstruit la grande église du Saint-Sauveur à Moscou. Ils l'ont reconstruit à l'identique. Dresde a été reconstruit à l'identique. Cracovie, la grande belle place magique, a été reconstruite à l'identique. C'est ce qu'on fait toujours. La grande place d'Arras a été construite à l'identique. La grande place de Bruxelles. La grande place de Bruxelles. Carcassonne a été reconstruite dans l'idée mais on est bien heureux d'avoir Carcassonne. Quelle joie de voir Carcassonne. Donc, c'est un faux problème. C'est un faux problème pour essayer de faire passer une véritable volonté de révolution des mentalités, c'est clair. C'est une révolution voilà, fin du passage. Non, il y a encore ce petit texte délicieux sur Boulanger. Ça, j'aime bien, vous nous mettez en scène Boulanger, évidemment. Ah, mais ils sont tous mis en scène. Et Hortense. Mais, mon Dieu, on se demande pourquoi il a été si célèbre. Et elle répond, mon Dieu, c'est simple, il était beau, il disait des choses qui crèvent les yeux, que la France doit être fière, que la République parlementaire ne vaut pas un clou. Vous diriez qu'il nourrissait sa popularité du chauvinisme des foules et de la corruption des institutions. Et puis, il y a eu Panama. Donc, vous nous rendez bien charnellement l'atmosphère du temps. Ah, je veux dire que qui n'a pas changé non plus. C'est ça que j'ai essayé de faire. Par exemple, même l'orthographe des noms propres, je garde celle du début du XXe siècle. Tout doit être dans son jus. J'ai mis très peu de réflexion et de données historiques postérieures, de façon que on soit dans l'époque, quoi, tout simplement.
Alors, autre chose qui n'a pas changé aussi, c'est le comportement russe par rapport au comportement français. C'est Nicolas, le tsar de toutes les Russies, tout de même, qui dit à l'un de vos personnages, qui s'étonne, « Mais à quoi sert-il d'être roi d'Angleterre si l'on se borne à entériner les erreurs de ses sujets ?» Là, on voit toute la différence entre un État, un pouvoir qui se respecte, et un autre qui est un régime parlementaire. Ça ne l'a pas empêché de commettre des erreurs, mais de moins, il essayait de mener une politique juste. Il a essayé d'ailleurs jusqu'en 1905. Après, il était brisé par le... Quand on voit le Nicolas II, justement, de 1917, on dit, tiens, quel chiffre, hein. Oui. Eh bien, il a été brisé en 1905 par, je crois, par la première révolution de Saint-Pétersbourg, et par le fait que les tentatives qu'il a faites pour mener une politique juste, notamment sociale juste, mais aussi une politique étrangère juste, ont été complètement brisées en 1905. Je crois qu'il s'en est pas remis. Après, je crois que ça a été un père de famille. Et il ne pensait qu'à une chose, que le tsarevitch ne se coupe pas les doigts, quoi. C'est tout, je pense. C'est-à-dire qu'on le comprend. C'était un honnête homme. Il a tout fait pour, il a tout fait pour le bien commun de son peuple. Et on lui renvoie des révolutionnaires parce qu'en effet, il fallait que ce régime n'existât plus. Comme il fallait faire tomber l'Autriche-Hongrie, comme il fallait... Alors... Il y a aussi une conversation au Cap avec les Anglais, sur les Anglais. Alors là, les Anglais ne sont pas... C'est pas des amis, c'est pas des amis. Dans ce roman. C'est-à-dire qu'eux n'ont que des amis, c'est leurs intérêts. C'est bien connu. Mais je crois que c'est vrai, du moins c'était vrai tant que les Anglais étaient vivants. Je ne sais pas si le peuple anglais est encore vivant, mais là il était encore bien vivant, c'était en 1900, donc il est comme ça, c'est un féroce égoïsme. Et qui a agi avec férocité. Avec férocité, sans se soucier nullement du droit, mais qui se prévaut du droit quand par hasard ses intérêts coïncident. On a connu ça depuis, c'est ce qui nous arrive. Ce ne sont pas les Anglais aujourd'hui, ce sont les Américains, mais c'est ce qui arrive au Proche-Orient. On parle de droit et on commet des actes qui sont évidemment très contraires au droit. Voilà. Mais on invoque le droit. Mais si vous lisez bien, il y a quand même une différence, c'est qu'il n'y a pas de mépris pour l'anglais. Il y a de la haine, mais pas de mépris. Je trouve que dans le rôle du salaud, ils tiennent bien leur rôle. Ils tiennent bien leur rôle. Ils tiennent bien leur rôle. Ils tiennent très 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 bien leur rôle. Alors tous ces destins, vous les aimez. On a l'impression que vous êtes chacun... vous êtes l'un de ces personnages, chacun à votre tour. On essaye, ça. Si on réussit, tant mieux. Mais c'est ce qu'on essaie, évidemment. Si on... Même, justement, l'espèce de salaud... Parce qu'il y a plusieurs même personnages. L'anglais méchant. Oui. Eh ben, il faut se mettre... si on veut qu'il existe, il faut bien lui donner quelque chose. Il y a l'anglais méchant, il y a l'aristocrate allemand. Oui, qui, lui, il est très bien. C'est peut-être le personnage le plus positif. Il y a Andrézy. Alors, qui est Andrézy ? Lequel ? Le père ? Ah oui, mais il disparaît tout de suite. Non, il y a... celui dont est amoureuse Hortense. Mais le jeune Jean, Jean, lui, c'était un journaliste... oui, mais alors, bien sûr qu'on donne de soi, puisqu'on donne de ce qu'on connaît. Hein. Donc, le journaliste feignant, je peux savoir. Quand même. Bon, pour un feignant, vous avez beaucoup travaillé. Si tous les feignants travaillaient comme toujours. Il y a comment ça s'appelle, Nicolas, oui aussi. Mais ça, écoutez, si les personnages vivent, tant mieux. Hein, et le marin. Le marin, le frère. Le frère. Le type le plus jeune. Lui aussi, il est bien. Il est gentil, il est discret. Et il sera là. Et il sera là, bien sûr. Il sera là. Je n'en dis pas plus. Non, bien sûr, parce que sinon... Mais enfin, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est presque balzacien ce que vous avez voulu faire. Cette espèce de fresque de l'Europe en 1900, à partir de 5-6 personnages. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on a comme modèle, hein? On a Balzac et on a Stendhal, ou bien on fait l'un, ou bien on fait l'autre. Mais vous êtes aussi très... Je suis souvent vos récits de voyage. Vous allez souvent à l'autre bout du monde. Vous allez souvent en Extrême-Orient.
Souvent non, mais quelquefois oui. Tiens, j'ai un pays que je ne connais pas du tout, c'est le Japon. Il faudrait que j'y aille, hein, parce que pour l'instant c'est pas grave, puisque c'est les ennemis, on n'a pas besoin de les voir. Mais après, si on veut faire d'autres choses, il vaut mieux quand même. Le Japon, je ne connais pas. Mais c'est vrai que tous les voyages sont intéressants, ça forme la vieillesse. Il faut y penser. Et vous pensez que dans ce désastre en 1900, donc j'ai envie de dire, les cartes étaient déjà jouées et les catastrophes allaient s'enchaîner. Et c'est-à-dire que les cartes sont pas toutes jouées, mais on voit bien certains linéaments se dessiner. Ou bien on les contrecarre, ou bien au contraire on les accentue. Il est évident que les politiques d'alliance qui a été menée entre 1905 et 1914, au lieu d'essayer d'éviter la catastrophe, n'a fait que l'accentuer. Notamment, il faut voir comme aussi les responsabilités. Il est clair que comment s'appelle-t-il, on le voit, d'ailleurs, c'est un personnage qui n'est pas désagréable, mais qui n'est pas très bon non plus, c'est Guillaume II d'Allemagne, quelqu'un qui n'a pas su avoir une politique étrangère claire de façon à éviter la catastrophe. Mais il est encore plus clair que les grands responsables de la Première Guerre mondiale, ce sont les Anglais, qui, par leur volonté comment dirais-je, d'impérialisme tous azimuts, ont empêché des alliances naturelles. Oui, c'est ça, ou des façons d'éviter des compromis qui auraient évité la catastrophe. Mais là, on voit bien qu'il y a plus ça va, moins il y a de compromis et plus les alliances sont contraignantes. Donc, à un moment donné, quand il n'y a pas de jeu, ça casse. Ça casse. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est que c'est quand même une grille de lecture pour aujourd'hui qui est extrêmement intéressante, puisqu'on a un empire américain qui interdit toute relation sur le continent européen. Par exemple. Et qui veut, bien évidemment, ostraciser par exemple, là, la vous Russie. avez une lecture politique. Bah oui, mais à force de vous lire, vous savez, je suis malheureusement... on me le dit souvent. Non, mais c'est vrai. Malheureusement, les choses se répètent quand les intérêts et les brutalités se répètent. Bon, il faut espérer quand même que ça se terminera mieux, parce que Ouais. J'ai pensé, en lisant votre livre, j'ai pensé au livre de Claude Farrère, Les Civilisés. Ah, Claude Farrère, j'aimais bien Claude Farrère quand j'étais petit, c'est vrai. Alors, Farrère a écrit sur la question de Tsushima un livre qui s'appelle La Bataille. Mais La Bataille, bien sûr. C'est vraiment pas une fresque contre un petit moment. Et surtout, il aimait beaucoup les Japonais. Oui. Et il prend le point de vue japonais. Mais il faut bien prendre un point de vue. Moi, mon point de vue, il est russe parce que c'est... Vous avez un tropisme ? Non, c'est pas ça, c'est les cousins quand même. On est toujours pour les cousins, comme pour la famille. Comme disait Jean-Marie, je préfère ma sœur, ma sœur, ma cousine, ma cousine. Ma voisine, c'est ma voisine. Donc ma sœur Poutine, quoi, voilà. En tout cas, merci beaucoup Martin Pelletier, parce que c'est un très beau voyage que vous nous faites faire dans le temps et dans la pensée historique. Et on ne sort pas indemne de ce roman. On comprend mieux les choses et c'est un temps sur lequel on connaît peu de choses finalement. Donc vous avez apporté une pierre... mais bon, vous pourriez écrire un nouveau livre avec la résurrection de l'homme blanc, s'il vous plaît. Je vais y penser. Merci de m'avoir reçu de toute manière. Merci. Je vais y penser. Parce que je n'ai pas l'intention de me résigner tout de suite à la fin de l'homme blanc. Merci Martin Pelletier. Vous avez déjà un autre ouvrage sur le... Là, je suis sur des négritudes, et puis j'ai un nouvel ouvrage, mais ça n'a rien à voir. Mon héroïne sera une femme, comme d'habitude, parce que je préfère nettement des héroïnes femmes, mais ça se passera en Méditerranée. On est très heureuse de s'identifier à Hortense. Pour les femmes, c'est un personnage très agréable. Bon. Merci Martin Pelletier. La fin de l'homme blanc, chez DIE, Diffusion internationale européenne. Édition, simplement. Édition. Merci beaucoup Martin. Merci. Au revoir, chers amis de TV Liberté.
Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique livre, nous avons invité un poète que vous voyez sur vos écrans, Patrice de la Tour du Pin, et ses deux ambassadeurs sur Terre aujourd'hui, qui sont Isabelle Renaud-Chapska, bonjour Isabelle, bonjour, et François-Xavier Dury, qui est l'éditeur de ce livre que nous traitons ce matin, Psaume de tous mes temps, donc chez Salvatore. Vous connaissez, chers amis de TV Liberté, Isabelle Renaud-Chapska parce qu'elle est venue nous parler de Marie-Madeleine en tous ses états, ce qui était un très très joli livre d'illustration, de peinture dont le sujet était Marie-Madeleine. Vous êtes venu nous parler aussi des églises de Paris depuis la Belle Époque jusqu'à aujourd'hui. Et nous voilà à célébrer Patrice de la Tour du Pin. Et chers téléspectateurs, vous devez connaître, les plus sérieux d'entre vous, les plus lettrés, le connaissent très bien, je suis sûre. Mais les autres, dont je faisais partie, qui connaissaient beaucoup moins bien, connaissent sûrement ce vers que j'aime beaucoup. Tous les pays qui n'ont plus de légende sont condamnés à mourir de froid. Ça, c'est à mon avis une phrase pour notre temps. Comment est-ce que vous avez rencontré la Tour du Pin, vous, Isabelle ? Dans mon histoire familiale, nous avions des relations avec la famille de la Tour du Pin et j'ai eu l'insigne honneur et la grande joie de le croiser, j'ose même pas dire le rencontrer, quand j'avais 15 ans. Ah oui. J'ai même dîné à sa table. Et quand ensuite il est mort en 1975 et que c'était l'époque où je passais l'agrégation et que je cherchais un sujet de thèse, j'ai immédiatement compris comme une évidence que je devais faire ma thèse sur Patrice de la Tour du Pin. Voilà. Et donc je suis tombée dans la Somme de poésie en 1975 et j'y suis encore. Vous êtes resté. On ne quitte pas des rives enchantées comme celle-là. Et vous, François-Xavier Dury ? Alors moi je l'ai rencontré pendant que je faisais mes études de philosophie en fait. Un petit peu par hasard, par Jean Guiton en fait, qui en faisait le portrait dans son livre Un siècle, une vie, parce qu'il a été, Jean Guiton a été compagnon de prison, de captivité. Ah oui, de la Tour du Pin. Ah oui, voilà. Oui. Pendant la dernière guerre. Un portrait admirable en fait, qui m'a donné envie d'aller voir, de rencontrer ce personnage. Voilà. Oui. Alors. C'est un homme, donnez-nous en quelques traits sa biographie, c'est un homme d'une discrétion totale. Oui, il s'est complètement investi dans sa vocation poétique, qu'il a senti très jeune, puisqu'on a des poèmes déjà tout à fait admirables quand il avait 14 ans. Oui. Et il a publié son premier recueil quand il avait 15 ans, il était en seconde à Sainte-Croix-de-Neuilly. Et depuis, il n'a jamais cessé d'écrire. Ça ne l'a pas empêché d'être entouré de beaucoup d'amis. Il appartenait à un milieu très brillant, un milieu intellectuel très brillant. D'une vieille famille aristocrate qui remonte à la nuit des temps. Absolument, à la nuit des temps. Son père meurt, il a 3 ans, à la guerre de 14. Voilà, un peu comme Peggy, c'est-à-dire dans les tout premiers jours de la guerre de 14. Il est resté orphelin, il était le dernier de 3 enfants. Il a une sœur, Phyllis, qui est devenue dominicaine après, et puis un frère, Aymar. Et à tous les 3, ils ont beaucoup joué. Et dans cette grande propriété du Bignon Mirabeau, qui était à une centaine de kilomètres de Paris, dans lesquels ils inventaient des milliers de jeux, les plus fantaisistes et les plus poétiques les uns que les autres. Ils s'étaient partagé le monde pour eux 3. L'un était le dieu des rivières, l'autre du vent, le troisième de la mer, du soleil. Enfin, c'était très très cosmique. Et puis au fur et à mesure, les aînés sont partis, lui était le dernier. Et donc il s'est retrouvé tout seul à jouer. Et ça s'est concrétisé par la poésie. Voilà. Donc il a créé ses propres personnages pour pouvoir continuer à jouer. En fait, il a joué toute sa vie. D'où le titre de ses livres, d'un de ses livres. Tous ces livres s'appellent Le jeu. Le jeu. Le jeu. Voilà. En fait, il y a un seul livre, une somme de poésie. Oui. Une somme, quelque chose de très important. Mais cette somme se divise en 3 jeux
le jeu de l'homme devant lui-même, donc toute son enfance, son adolescence, quand il est seul justement avec ces personnages qu'il invente et avec cette poésie admirable, cette musique qui sort de son cœur et qui vient comme naturellement, qui jaillit de son cœur. Et puis le jeu de l'homme devant les autres. Et enfin, le jeu de l'homme devant Dieu. Donc les 3 âges de la vie. Il y a quelque chose de, anthropologiquement, c'est à la fois très traditionnel et en même temps très nouveau, très juste. Et l'expression même, le jeu, c'est très médiéval. Oui. Absolument. Le jeu devant voilà. le portail des cathédrales. Exactement. Il y a un côté très théâtral, avec énormément de personnages différents. Alors, vous avez rédigé une biographie spirituelle chez Desclés de Patrice de la Tour du Pin, que l'on peut toujours trouver sur Amazon. Oui, on la trouve toujours bien sur Amazon. Oui. Donc il faut... J'ai essayé de donner des clés d'entrée, parce que c'est une œuvre qui est quand même extrêmement complexe. Il y a quand même trois énormes volumes. Vous voyez, si on les met les uns sur les autres, ça fait quand même tout ça. Voilà, il faut avoir des clés pour entrer dans la genèse et dans l'intelligence de la compréhension de ces 3 jeux qui ont tous un intérêt immense, mais il faut... C'est complexe, quoi, quand même. C'est complexe, oui. Oui, il faut du temps, mais très vite, on est quand même... charmé. Enfin, oui. Vous pouvez en parler, vous, parce que vous avez redécouvert. Moi, très honnêtement, j'ai découvert. Il m'en reste des choses à découvrir. Une vie ne suffira pas. Il faut que j'en prévoie une autre. Mais quand on lit votre préface, quand on va sur Internet et qu'on va grappiller, on se dit, mais on est passé à côté d'une voix, d'une musique extraordinaire. Alors, c'est là où vous intervenez, François-Xavier Nury, hein, oui. On veut vous entendre. Très bien. On veut vous entendre. Très bien. Amphise. Amphise. Je propose qu'on commence par Amphise, parce que Absolument. vous allez voir, Allez-y. c'est un poète qui est extrêmement sensuel. La Tour du Pin. Oui. C'est souvent ce qu'on oublie de lui. Oui, il est extrêmement sensuel. Il y a même des poèmes érotiques qu'on ne lira pas par discrétion ici. Mais il y a des poèmes érotiques qui sont tout à fait magnifiques et que j'invite les auditeurs à aller découvrir. Je sortais de moi lentement. Je fus pris dans un beau vent souple, chaud comme un naseau de jument, et velouté comme sa croupe, et tout le regard forestier, perles de givre dans les branches, ou tapis comme des pervenches, me regardaient qui m'éloignaient. Ils m'en voulaient de cette fuite. Leurs yeux me perçaient durement, mais le vent baissa jusqu'au sol, et moi, j'ai enfourché le vent. Celui qui passe les limites des âmes d'hommes interdites jusque-là par manque d'amour. Celui qui se gorge d'espace, et celui qui vit de la grâce dans sa croisière au plus long cours. Mais comme il emportait au corps les relents de toute contrée, d'un coup je tirais sur son mort et retournais vers ma forêt. Galopait sa plus longue laie, fit un grand courant d'air doré où me suivaient biches et cerfs, entraînait tout dans mon élan, la forêt qui devenait blonde comme le soleil l'animait, et j'ai chevauché sur le monde, porteur de tout ce que j'aimais. C'est du souffle. C'est du souffle. On a l'impression que la nature se réveille sous sa plume et qu'elle est là, au milieu. On est transporté. On n'est plus dans un studio. On sent le vent. On sent le vent. Oui, et en effet, c'est cette enfance dans ce grand parc a dû imprégner son esprit. Il est très très amoureux de la nature. Très amoureux de la nature. Je pense qu'il a, c'est un de ses côtés modernes, extraordinaires, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, qui ne veut pas dire grand-chose, mais il a une espèce de goût, de connaturalité avec la nature. Il est de la nature. La nature, il est un des membres de cette nature, et il les connaît et il leur donne des mots pour exister. Il y a ce poème que j'ai trouvé qui s'appelle Divertissement. 3 musiciens dans une clairière, en habits de velours, avec des violons, enseignent la cérémonie des instants de grâce de la terre, non par des mots chargés de passion, mais la vraie musique de fête de la vie. Je trouve que c'est une arme extraordinaire, parce que si on fait ça, et si on guette la vraie musique de fête de la vie, si on guette dans la clairière ces instants-là, je veux dire, la vie s'embellit considérablement. Oui. Dans le jeu du seul, il y a des poèmes admirables sur les fleurs les plus modestes de la prairie, sur les oiseaux, les arbres.
Le vent, C'est tout ça, ça. oui. Il y a une intelligence de la nature qui est absolument sublime. La Même naissance de c'est la nature qui lui relie toujours à sa naissance de vocation de poète. Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il découvre, en dehors de lui, des réalités qui sont correspondantes avec l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il arrive à se comprendre en regardant la nature et à comprendre la nature en comprenant ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc il va grandir avec la nature. Ouais. Il est un renard, il est un oiseau. la nature est son maître. Oui, et en même temps, il est maître de la nature. Oui. Hein, Oui, pas monsieur, de... oui. Vous parliez de poèmes d'amour, cette odeur sur les pieds de narcisses et de menthe, parce qu'ils ont foulé dans leur course légère, fraîches écloses, les fleurs des nuits printanières, remplira tout mon cœur de ces vagues dormantes. C'est... La sensualité est à la fois féminine, enfin, il aime manifestement le corps des femmes, et en même temps naturel. Alors, évoquons sa présence au monde. Il y a un vers de lui qui est d'une actualité extraordinaire. On a l'impression qu'il dépeint le monde tel qu'il le voit. Dieu, notre Dieu, ils nous poursuivent. Ils sont entrés au monde où nous vivions de toi. Ils ont violé nos refuges. Ils sont postés au carrefour de la pensée. Expliquez-moi ces vers. Ça, c'est un psaume du troisième jeu, donc de la troisième époque, après les années 60. On est dans une période, alors effectivement très très marquée par le communisme, par le matérialisme, l'hédonisme, etc. Et c'est vrai que la pensée chrétienne, qui est la pensée profonde de la Tour du Pin, a du mal à se faire entendre. Et on est dans ce qu'il a appelé, il a donné le nom d'une lutte pour la vie, à un de ses recueils. Donc cette lutte pour la vie, c'est la lutte aussi pour les langages. Et il se sent un petit peu assailli par le politiquement, ce qu'on appellerait aujourd'hui politiquement correct, et qui fait que on n'a plus trop la possibilité d'annoncer l'évangile, d'annoncer le salut, d'annoncer la vie en Dieu. Et effectivement, ils sont postés au carrefour de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a une seule pensée, qui est la pensée matérialiste. Ce qui était vrai dans les années 60 et 70, et de pire en pire. est évidemment encore plus vrai aujourd'hui. On ne citera pas l'auteur de cette phrase absolument étonnante, mais ceci n'est pas une cathédrale. Notre-Dame n'est pas une cathédrale. Là, on arrive à la négation totale. Alors à ce propos, il a écrit un très très beau poème qui s'appelle Lieu-dit Notre-Dame, vers la fin de son existence. Donc il est mort en 75, donc ça doit être des années 70, beaucoup 71. Très tôt, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un cancer du pancréas qui l'a emmené en quelques mois. Et ce Lieu-dit Notre-Dame est une merveille. J'invite nos auditeurs à aller le découvrir parce qu'il a été édité dans une revue qui n'existe plus maintenant, dans la revue Pharaon, et on est en train de l'installer sur le site des Amis de Patrice de la Tour du Pin. Et vous verrez, il y a à la fois un grand amour pour le bâtiment, bien sûr, mais en même temps pour la Vierge à qui ce bâtiment est dédié. Et puis, il y a une théologie de la Vierge chez la Tour du Pin qui est tout à fait extraordinaire. Bon, l'humanité, c'est l'humanité qui porte le Christ. C'est l'humanité qui donne naissance au Christ. Donc la Vierge est l'image de ce qu'est appelé à devenir l'humanité. Nous sommes tous appelés à devenir la Vierge pour donner naissance à Dieu. D'accord. C'est magnifique, vous verrez dans ce poème. Et comment s'appelle le site Patrice de la Tour du Pin. Tout simplement. D'accord, tout simplement. Et alors, on a sauté l'espace du milieu, les jeux sur l'homme. Il a eu des doutes, On ne peut pas dire que sa foi qu'il n'ait jamais douté. Non. Il n'a jamais douté. Oui, il a toujours été... Alors, non, mais simplement, c'est plutôt à l'égard des hommes. Alors, effectivement, lui, son objectif, ça a été d'aller à la rencontre des hommes. Oui. Parce que pendant toute la première partie de son existence, il était uniquement centré sur lui-même. Et puis, à un moment donné, il a compris qu'il fallait qu'il sorte de lui-même. Mais ça a été très difficile, parce qu'il était tout le temps ramené à lui-même. D'abord parce que les hommes n'avaient pas forcément envie de l'écouter, ce qu'on disait tout à l'heure, et en même temps, parce que lui, il n'avait pas non plus forcément les mots pour s'exprimer. Il voulait pas non plus faire tout le temps du La Tour du Pin, c'est-à-dire répéter toujours cette même musique enchanteresse qui avait été valorisée. Et, très tôt, il est devenu célèbre très tôt. Ah oui, il avait 20 ans.
Ouais. Au moment de la quête de joie, il avait 22 ans, Ouais. donc là, il est devenu très très célèbre. Donc il n'a pas voulu continuer à faire du La Tour du Pin après la guerre. Et donc il est allé à la rencontre des autres, c'est-à-dire l'époque à laquelle il s'est marié, il a eu des enfants, il avait un métier, il était lecteur chez Lafon, etc. Donc il avait quand même, c'était plutôt une activité qu'un métier, mais il s'est rendu compte que c'était dur d'aller vers les autres, mais en même temps il voulait, bien que difficile, et bien que ce monde-là lui paraisse extrêmement, par certains côtés, antipathique, il savait quand même que c'était son monde. Il savait que c'était le monde dans lequel il était appelé à vivre. Parce que comme chrétien, il sait que il est incarné là où il est. Et c'est là qu'il doit donner le meilleur de lui-même et de sa poésie. Donc il a fait ce second jeu, ce jeu de l'homme devant les autres, qui est quand même une assez grosse aventure, qui a duré 10-12 ans, dans lequel il y a énormément de psaumes, qui sont une écriture beaucoup plus aride, beaucoup plus difficile, enfin moins travaillée. Ce sont des cris, des cris d'inquiétude, des cris de découragement, mais avec toujours une foi profonde dans le fait qu'il est appelé par Dieu à parler aux hommes. Voilà, c'est ça. Il a une vocation à parler aux hommes. Mon plus profond désir, parler de toi. C'est ça, oui. On vous écoute. Mon plus profond désir, parler de toi. Ma hantise, te compromettre. Je ne parlerai plus qu'à toi. Tant pis pour ma croissance dans ce siècle. Il parle sans veiller le mystère de dire. Il pense, mais sans croire aux noces de l'esprit. Tu m'as mené dans cet exode. Quand j'entrevois le terme, il recule d'autant. Donne-moi l'eau avant le feu, mon Christ brûlant. Et Oui, à celui qui a cherché J'étais Dieu, oui. à celui qui a cherché Dieu. Mais à celui qui a cherché Dieu mais n'en peut plus, s'assoit de lassitude au revers du talus et dit « Pas un chemin ne mène à l'espérance. Partage mes poumons, remonte ma parole. Ne sois pas qu'une route empierrée, méprisant la chanson sur ses bords d'un fossé d'herbes folles. Je ne t'appelle pas à mes mots pour m'entendre, et ne crois pas, si je me laisse piétiner, que j'aime la souffrance à te la demander. Non, si je t'exaspère en parlant du Seigneur, entends-moi comme son chercheur au cœur désaffecté que l'homme a recouvert. Je suis resté de terre, un simple creux de terre. Nous avons un tracé semblable sur la terre, mais je n'approche pas de Dieu en m'avançant. Et toute herbe au fossé parce qu'elle est vivante, toute goutte de pluie qui tombe sur ma pente, relie la terre au ciel plus simplement. Et la semence errante au vent de fin d'été, les grandes eaux d'hiver se heurtent sur tes pierres. Comment pourrais-tu m'écouter? De quel Dieu es-tu le corps triste? De quel Père abstrait, le plus perdu des Christ? Ah, la vie a un autre son. Viens le porter. merci. Si je vous dis que il m'évoque deux grands poètes que j'aime beaucoup, enfin deux grands personnages, Sainte-Thérèse d'Avila et Marie-Noël. J'entends Marie-Noël qui apostrophe Dieu, qui parle à Dieu sans arrêt, avec son amour aussi de la nature. Ce sont effectivement deux grands chrétiens mystiques. Deux grands Ils ont chrétiens. chacun une relation à Dieu qui leur est propre. Mais La Tour du Pin, dans ses psaumes, il s'adresse à Dieu, il le dit 2 fois, en familier. C'est un familier de Dieu. C'est ça, Même, un familier même de quand Dieu. il n'est pas content, il dit qu'il n'est pas content. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il dit aussi ce qu'il entend de Dieu. Donc Dieu lui dit, t'as pas de raison de pas être content, parce que tu devrais quand même être content. Oui, c'est ce que fait Marie-Noël. Hein. Oui. C'est assez rude, hein, Elle apostrophe quelquefois. Dieu. Oui. Marie-Noël a une vie dure et donc... Oui, plus dur que La Tour du Pin, qui a une vie facile. Qui a une vie... Oui, il a eu une vie heureuse. Il a eu une mort difficile, mais il a une vie facile. Il a perdu son père à 3 ans, ça doit être une grande douleur, mais il a été aimé, il a été aimé, il a eu 3 enfants. Donc, 4. Et une femme délicieuse. Et une femme délicieuse que vous avez connue, bien Oui, sûr. très bien. Et alors, il a écrit aussi des chants. Je viens de découvrir ça. On va terminer l'émission en écoutant Amour. Qui planait sur les eaux. Oh, pas Amour qui planait sur les eaux, dit par les moines dans quel cas.
Oui, parce qu'au moment du concile, il a été appelé par les membres de des commissions de traduction déjà, donc il a passé 10 ans extrêmement difficiles, très prenantes, dans une équipe, dans plusieurs équipes de traducteurs, avec des jésuites, pour la Bible, dominicains, pour la messe. Pour la messe, oui. Pour la messe. Donc pour les textes que Paul VI venait d'ouvrir à la traduction. Oui. Donc ça a duré 10 ans, et puis en parallèle, il a eu 2 autres activités. Une première activité de traduction du psautier, donc c'était la Bible, le psautier de Jérusalem, enfin le psautier liturgique, il a aussi travaillé à ce psautier, en parallèle avec d'ailleurs ses propres psaumes, donc c'est pour ça qu'il y a des échos effectivement bibliques assez évidents. Et le troisième chantier, ce sont les hymnes. Parce qu'après avoir pensé qu'on allait simplement traduire les hymnes latines du bréviaire pour les chanter en français, on s'est assez vite rendu compte que c'était souvent assez bancal. Le français ne traduisait pas bien le latin. Voilà. Donc comme on voulait quand même que les jeunes chantent en français, du coup, ils ont demandé à un certain nombre de poètes de composer des hymnes en français. Et Patrice de la Tour du Pin a été le tout premier et probablement le plus grand d'entre eux. Il y a beaucoup de poètes intéressants qui ont fait ça, mais il a fait, en particulier parmi des moines, il y a de très très bons moines poètes, mais Patrice était le plus âgé d'entre eux et il a été un peu leur mentor. Ils s'envoyaient des textes les uns les autres, ils s'étaient corrigés, etc. Et c'est là tout pourrait, etc. Et Patrice a écrit une dizaine d'hymnes qui sont absolument superbes, qui sont faits sur un modèle de chansons. D'ailleurs, il avait écrit des chansons. Dans le premier jeu, il y a des chansons tout à fait ravissantes, très Prime Sautière. Etc. Alors là, c'est un peu moins Prime Sautier parce que ce sont quand même des sujets théologiques assez forts. Et toute la veine théologique qui est celle de la Tour du Pin, qui est un homme extrêmement fort au plan théologique, au plan spirituel. Ça, il faut pas. C'est très très important. C'est un maître spirituel, Patrice de la Tour du Pin. Eh bien, il a réussi à trouver une forme suffisamment agréable, légère, rythmée, rimée, qui a été mise en musique par les plus grands musiciens. Là, vous venez de citer celle de Godard, mais il y a Joseph Gélineau l'a mis aussi en musique, Christian Villeneuve, enfin des musiciens extrêmement différents, et chaque fois, ça donne des perles. Vous avez une hymne? Alors, une hymne, je n'en connais pas par cœur, mais je peux la... Comme nous allions. On va en trouver un. Comme nous allions. Un hymne ou une hymne? Alors, normalement, selon le dictionnaire, c'est un hymne laïque et une hymne religieuse. Alors, nous sommes dans de la religion, puisqu'il s'agit de la veillée pascale, l'hymne de la veillée pascale, comme nous allions rêvant Dieu, que nous allons entendre. Comme nous allions, rêvant Dieu, une voix venue du grand creux des fonds de l'homme nous a surpris. Veillez ici, veillez et priez cette nuit qui entre toutes vous est bonne. C'était au secret de nos cœurs, au tombeau vide du Seigneur, la voix de l'ange. Elle ajouta, « Que cherchez-vous ? Le corps du Seigneur est chez vous. Restez ces hommes de confiance. Devant le caveau grand ouvert, retour du Seigneur des enfers, chantez son hymne. Ce lieu profond, il est à Dieu. Nul ne le sonde avec des yeux qui ne sont pas faits pour l'abîme. Le Seigneur vous a précédé dans la mort qui vous obsédait. Vos morts futures. Allez donc sans crainte à la vie. Jésus vous a déjà ravi dans sa passion, vos sépultures, hommes dépossédés déjà de cette nuit où tout s'en va. Gardez la vôtre, ennui de Dieu d'où tout revient. Retournez-vous, c'est le matin du Seigneur Dieu au cœur des autres. Merci François-Xavier Dury, parce que lire de la poésie est une chose, mais l'entendre est un plus grand bonheur. Il y a un poème que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'un enfant se sent aimé de Dieu, il se laisse faire, parce qu'il fait très bon dans l'amitié de Dieu. Ça, je trouve que c'est un poème qui dit énormément de choses, Isabelle. Oui, c'est l'expérience spirituelle fondatrice de Patrice de la Tour du Pin, qui a vécu toute sa vie de cet amour, de cette tendresse de Dieu, qu'il a cherché à décliner sous toutes ses formes, et qui, à la fin de sa vie, lui a permis d'accepter cette espèce de grand défi d'aller travailler pour le langage, pour la prière des hommes de son temps. Alors à vous, François-Xavier. Lorsqu'un enfant se sent aimé de Dieu, il se laisse faire, parce qu'il prend son plaisir dans l'amitié de Dieu. Il ne cherche pas de complications inutiles,
Il ne le dit à personne, parce que c'est son secret. Plus tard, il s'étonnera des premières fautes en conscience, comme il sent n'avoir pas perdu cette amitié. Plus tard, il se demandera ce que peut signifier cette injustice, ceux qui se sentent aimés de Dieu et ceux qui ne le sentent pas. Plus tard, il se dira qu'il en est indigne et qu'elle est imaginaire pour se maintenir ancien, lui. Plus tard, il se croira son centre et sa lumière, mais en dehors de ces heures, l'amitié de Dieu sera toujours là. Alors il découvrira qu'une âme, perpétuellement, a prié pour lui. Il découvrira qu'elle a maintenu l'amitié divine dans son cœur, au prix de quelle souffrance qu'il n'a jamais connue. Il se retournera simplement sur lui-même, disant « Je suis un enfant dans l'amitié de Dieu ». Il n'aura plus aucun scrupule de cette place d'amour, parce qu'il saura qu'on a beaucoup donné pour lui. Il remerciera, et comme il se sentira proche, il intercédera pour que d'autres âmes entrent dans l'amitié de Dieu, pour qu'elles puissent se recueillir ensemble et remercier ensemble, parce que c'est un secret pour chacun, mais la joie commune de tous les enfants de Dieu. Ça, c'est un poème qu'on devrait distribuer dans toutes les... dans tous les lieux où il y a des jeunes, parce que c'est tellement extraordinaire. Vous avez écrit une très jolie préface. Postface. Postface, Isabelle. Isabelle. Je n'aurais pas fait une préface. J'étais pas digne. Vous dites 3 semences pour féconder son esprit, ses enfants, les sauvages, les chanteurs et les paradisiers. Alors, il y a 2 mots qui sont les sauvages. C'est son amour pour la nature. La nature. Les oiseaux. Et les paradisiers. C'est son amour pour Dieu. C'est ce qui en lui a envie de chanter Dieu. C'est ça. Paradisieux. Dans sa poésie, il découvre ces trois germes, ces 3 enfants. Il a envie de chanter la nature, il a envie de chanter Dieu. Et vous citez ce vers. C'est lui qui a trouvé ça dans la Genèse, il s'en explique très bien. Son but, voici que j'ai rêvé d'écrire la grande prière de l'homme de ce temps. Il a 20 ans quand il écrit ça. Hein. Ouais. Et 40 ans plus tard, la chose va se réaliser. Ouais. C'est lui qui va écrire la grande prière de l'homme de ce temps. Ouais. Il a participé à tous les textes que nous entendons, que nous disons chaque jour à la messe ou chaque dimanche à la messe. Mais ce qui est triste, c'est qu'on ne voit pas son nom. Non, parce que c'est le. On voit partout Gélineau, mais on ne voit pas. Non, on ne voit pas plus Gélineau dans le canon de la messe. Dans la traduction du canon en français, c'est lui. La traduction de tous les canons, de toutes les prières eucharistiques, c'est lui. La traduction de toute la messe, c'est lui avec d'autres. Ils étaient en équipe. Hein. C'est un travail d'église. Il a un sens très très fort de l'église. Donc il a accepté que son nom disparaisse, mais il a travaillé comme un moine bénédictin pendant 10 ans pour tout ça. En tout cas, vous nous avez fait un cadeau merveilleux. Et je crois qu'il faut qu'en effet qu'il soit mieux connu et plus connu, parce que je trouve qu'il a un effet entraînant extraordinaire. Moi, je crois que ce livre de Psaumes de tous mes temps, qui est une sorte d'anthologie qu'il a lui-même réalisée. Il ne savait pas qu'il allait mourir l'année d'après, parce que, une fois de plus, ça a été une surprise et pour lui et pour tout le monde. Mais c'est une véritable porte d'entrée dans une somme de poésie. On peut commencer par ce livre dans lequel il y a 90 pages, 90 poèmes relativement simples, même s'il faut évidemment les recontextualiser. Ça permet après d'entrer dans les 3 volumes. Dans les 3 volumes, voilà. Et puis moi je donne quelques clés dans ce livre. Et puis il y a quand même toujours votre biographie chez Desclés. Oui, voilà. Et la quête de joie. La quête de joie. Dans la petite collection Poésie Gallimard, qui reste tout à fait d'actualité, qui est tout à fait trouvable dans toutes les librairies, avec une petite somme de poésie, après, qui est l'édition, qui est ce qu'il reste de tout à fait disponible, de l'édition de 46, qui elle maintenant, par la volonté de son auteur, est périmée, enfin, au sens où il a souhaité réécrire toute sa somme de poésie avant de mourir. Ce qui donc il y a 2 versions. La tâche du biographe et du professeur de littérature extrêmement difficile. Mais enfin, on ne va pas se plaindre parce qu'on a vraiment une telle richesse. Non, parce que vous avez 2 textes au lieu d'un. Voilà, on a 3, on a 4 volumes, 5 volumes. Donc vous avez du grain à moudre. Oui, voilà. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à moudre ce grain, à s'en nourrir, à en faire une sorte d'eucharistie, c'est-à-dire d'action de grâce, parce que je crois qu'on a tous les chrétiens, tous les catholiques, on a vraiment à rendre grâce
pour la Mais présence et l'œuvre Vous de Patrice de la Tour du Pin. vous devriez nous offrir une soirée, Patrice de la Tour du Pin. Oui, si vous voulez. sûr. Ah, ça, Mais on en a déjà fait 2-3, d'ailleurs, peut-être même un peu Eh plus. ben alors, avec vous nos m'avez enfants. pas prévenu, et vous m'avez pas prévenu, Non, c'est mais un on vous scandale. invitera la prochaine d'autres. fois. On en Mais fera moi, je peux d'autres. vous trouver un lieu pour, Ah bah, très bien. pour le Alors, faire. On va faire affaire. On fait affaire. Bon, nous allons traiter ça derrière la scène. En off. Merci beaucoup, François-Xavier Dury. C'était un grand bonheur de vous entendre. Merci, Isabelle Chamska. Vous travaillez toujours. Notre prochaine rencontre sera due à quoi? À qui? Je ne peux pas vous dire, pour le moment, je suis complètement immergée Vous dans êtes- la Tour du vous êtes Pin. dans Donc, pour le moment, je ne pense qu'à lui et je ne lis que lui. Vous ne pensez qu'à lui. Vous êtes une femme très passionnée et, Tout à fait. et vous avez raison. Merci beaucoup Isabelle Chamska, Renaud. Et encore une fois, ceux qui aiment Marie-Madeleine peuvent aller voir Marie-Madeleine en tous ses états. Et puis ce très beau livre sur les églises de Paris de la Belle Époque à nos jours. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir donné la parole à Patrice de la Tour du Pin. Alors à très vite pour, j'annoncerai une soirée, Avec plaisir. Patrice de la Tour du Pin. Amis de TV Liberté, à très vite.